Madame Bourkaïb, c'est bon. Bonjour à tous. Voilà, donc d'abord, bonjour, soyez les bienvenus. Je me présente, je suis la modératrice, Madame Bourkaïb Nawel. Donc, une chose avant de commencer, avant de lancer l'atelier, je vais juste vérifier si je vous entends. Je vais demander un par un d'activer les micros et pour voir si tout le monde est là. Donc, je commence par Madame Roul Zehia. Est-ce qu'elle est là? Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Juste pour dire bonjour. Oui, madame. Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, madame. Bon, je vous vois. Ok, madame Roux, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez régler votre micro, s'il vous plaît? Bien. Vous le faites, je passerai à madame Otmanirim. Est-ce que oui, bonjour, je suis parmi vous. C'est fait, bonjour. Ok, merci, bonjour. Donc, coupez votre micro à un moment, le temps de faire un tour de table. Donc, Sidali Aït Dahman, monsieur, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Bien, très bien. Madame Sherad Nejma, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, je vous entends. Bonjour. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Bonjour. Vous m'entendez? Je l'ai activé, oui. Vous m'entendez? Oui, super, 5 sur 5. Merci beaucoup. Merci, donc, vous pouvez le désactiver, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous lançons la deuxième journée du congrès. Justement, la session qui aura lieu donc de 9h normalement jusqu'à 10h. Et elle contiendra 5 communications. Donc, la première communication, c'est celle de Madame Roul Zehia, Université de Bouakhi. La communication s'intitule « Le migrant dans le discours de François Hollande, émission face au territoire », diffusée en direct le 26 novembre 2021. La deuxième communication qui passera aujourd'hui, c'est celle de Madame Otmanirim du CRAS d'Oran. La communication s'intitule « Le défi permanent de la mobilité illégale au-delà de la crise sanitaire, le cas des migrants clandestins algériens ». La troisième communication, c'est celle de M. Aïd Dahman Sidali de l'Université d'Alger 3, qui s'intitule donc Haraga, migrants et réfugiés en droit international. La quatrième communication, c'est celle de Madame Sherad Nejma de l'Université de Constantine. La communication s'intitule Curricula universitaire et questions sociales pour une pédagogie humanisante. Et la dernière communication, c'est celle de Monsieur Maizi, Sofiane et de moi-même. Donc, je passerai en dernier avec Monsieur Maizi. La communication de Blida 2, de l'Université de Blida 2. Donc, la communication s'intitule « Les représentations symboliques de la migration clandestine dans les caricatures de la presse francophone en Algérie ». Voilà. Donc, sans tarder, l'atelier va traiter d'une problématique qui s'articule autour de deux axes, l'axe 4, migration et droit international des réfugiés, cas des réfugiés sahraouis, palestiniens et syriens, et l'axe 6. Donc, il y aura les deux axes qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. L'axe 6, c'est celui qui va porter sur les regards psychosociaux sur les migrants dans le contexte de la pandémie. Donc, Madame Roule, nous allons commencer par vous, si vous voulez bien, si vous êtes prête, donc de l'Université de Mbouakhi. Je demande à l'ensemble de l'atelier donc de désactiver les micros. Moi-même, je vais le faire. Madame Roule, vous avez exactement 15 minutes. Je vais lancer le chrono. À vous la parole, Madame Roule.
Non, je crois que Madame Roule a un problème. Pas perdre de temps. Donc, Madame, est-ce que vous m'entendez? Ah oui? Mais on n'entend pas du tout. Oui, mais on n'entend pas. Le problème, c'est le son. Madame Roule, on ne vous entend pas. On a fait l'essai tout à l'heure, ça a marché. Alors, je demande à Madame Roule d'activer son micro. C'est bon, elle a fait le partage. Elle a un problème de micro. Madame Roule, maintenant on vous voit, mais on ne vous entend pas. Vous arrivez à m'écouter maintenant? Très bien, on vous entend, madame. Vous pouvez commencer. Oui, est-ce que j'ai partagé les diapos? Oui, c'est bon, allez-y. Commencez le temps que les diapos... Excusez-moi, Madame Roule. Oui. Vous avez partagé la mauvaise fenêtre. Voilà, là c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. Je peux maintenant commencer? Oui, tout à fait. Vous avez la parole. D'accord. Bon, bonjour tout le monde. Avant de commencer ma présentation, je tiens d'abord à vous remercier tous et toutes pour ce congrès international et interdisciplinaire que vous avez organisé et duquel presque la majorité de nos collègues ont bénéficié. Je tiens à remercier notamment Madame la responsable scientifique du colloque, professeur Karima Aïd Dehman, ainsi que Dr Iman Wahib, la présidente de l'association Aniklia, sans oublier de mentionner Madame Houda Akmoun, directrice du laboratoire Redilka. Donc, ma contribution est intitulée Le migrant dans le discours de François Hollande, émission Face au territoire, diffusée en direct le 25 novembre 2021. Je me suis focalisée sur les représentations que se fait François Hollande, l'ex-président de la République française, et le représentant du Parti socialiste. Donc, ces représentations du phénomène de l'immigration et quelles sont les conséquences psychosociales et ou politiques, selon lui toujours, de la pandémie de la COVID-19 sur les migrants. Donc, nous avons essayé à travers cette contribution de présenter les résultats d'une analyse de séquences tirées du discours de François Hollande prononcé lors de l'émission Face au territoire. Et nous avons visé l'avis et les représentations que se fait ce politicien français de ce phénomène. Donc, après avoir enregistré et transcrit le discours, nous avons pris juste les séquences que nous soumettrons à l'analyse. Avant de commencer l'analyse proprement dite, nous allons vous donner quelques acceptions de la notion de représentation. Selon Moscovici, la représentation influence les comportements, les actions, la décision et les réflexions rationnelles. Selon Jodelet, elle se réalise au travers des expériences, de pratiques, de modèles ainsi que d'habitudes. Et pour Jean-Claude Abry, la représentation résulte des attitudes, des croyances, des informations, des opinions qu'un sujet créateur peut comprendre un concept quelconque. D'après Alina Minan, professeure de droit public à l'université d'Angers, nombreux sont les qualificatifs pour identifier un individu se trouvant dans une situation de mouvement au-delà des frontières de son pays.
réfugiés, personnes déplacées, clandestins, sans-papiers, immigrés, migrants, demandeurs d'asile, travailleurs transfrontaliers, travailleurs détachés européens, etc. Le migrant, dans n'importe quel dictionnaire de langue, est défini comme une personne qui change de territoire, de pays pour une vie meilleure. On parle des travailleurs, des étudiants, etc. Ce sont les rapports qu'entretiennent les pays d'accueil et ces populations en déplacement qui déterminent la catégorisation des personnes. Donc, il s'agit de la relation entre les différents régimes et systèmes politiques de ce contexte-là. L'animateur de l'émission Face au territoire, Cyril Viguier, a commencé l'émission par une question à François Hollande, disant que votre réaction face au nouveau drame. Il s'agit bien de ce qui s'est passé le mercredi 24 novembre 2021, là où 27 migrants ont trouvé la mort dans le naufrage du canot pneumatique sur lequel ils espéraient rejoindre le Royaume-Uni depuis le pas de Calais. La presse britannique rejette la responsabilité de cette tragédie sur la France, accusée de passivité, voire de complicité face aux passeurs. Et les réponses de François Hollande étaient comme suit. Ces migrants qui essayent sur des embarcations de fortune d'aller vers le Royaume-Uni de la France, que faire au-delà de la compassion, de solidarité que l'on doit avoir avec ces victimes? Ça révèle que le système de contrôle des frontières entre la France et le Royaume-Uni depuis le Brexit ne peut pas être maintenu en l'état. Et que j'imagine que ça sera la responsabilité du gouvernement français que de demander avec les Britanniques d'avoir un mécanisme de surveillance, de contrôle et aussi d'accueil de ces migrants qui puissent éviter ou que l'on puisse retrouver les drames. Donc, nous pouvons dégager de ces extraits un facteur de déstabilisation qui peut affecter la santé mentale des personnes migrantes. Et on parle aussi de la possibilité d'un soutien social et psychologique de la part des associations des migrants et des organisations de défense des droits de l'homme, mais qui est malheureusement limité par les conditions de distanciation sociale en période de Covid-19. Sur l'immigration toujours et l'insécurité, Cyril Viguier a donné la parole à Denis Caro, qui à son tour a posé la question. On la voit occuper, en parlant de l'immigration, énormément de place, notamment à travers les propos d'Éric Zemmour ou le débat des Républicains. Mais la gauche est toujours inaudible sur ce sujet, comme c'est d'ailleurs un chapitre de votre livre, en parlant bien sûr à François Hollande, « Regardez l'immigration en face ». La réponse était comme suit. Pour l'entrée sur le territoire, il faut avoir des conditions, soit parce que c'est le droit d'asile, soit parce que c'est le regroupement familial, soit parce que pour mener des études ou l'immigration économique. Et donc, à partir de cet extrait, nous pouvons parler ou nous pouvons évoquer les raisons suivantes, les conditions de vie difficiles, le manque de moyens pour vivre, la précarité économique et l'absence de travail. Toujours avec Denis Caro, une deuxième question sur la loi en disant qu'elles ne sont pas respectées. La réponse était « elles ne sont pas respectées pour l'entrée, je pense qu'il y a encore des irréguliers et pour le droit d'asile, il est respecté mais les demandeurs d'asile qui ont été déboutés ne sont pas raccompagnés autant qu'il serait nécessaire ». Donc les facteurs de risque psychosociaux ici, on parle de difficultés de réintégration, après bien sûr le retour de ces migrants, le nouveau projet de départ et la stigmatisation ou le rejet social dont va souffrir ces migrants-là. On peut parler aussi du stress supplémentaire et c'est-à-dire qui va être causé pour eux, pour leur famille, et de l'épuisement. Aussi, on peut parler de détachement émotionnel, état d'irritabilité, d'insomnie et d'anxiété. Une deuxième intervention de la part de Mireille Damiano, avocate au barreau de Nice, par rapport à la commission d'enquête sur l'immigration qui a rendu son rapport à l'Assemblée nationale le 10 novembre 2021, en disant en parlant d'un état de maltraitance envers les personnes en exil, s'agissant des mineurs, que pensez-vous soit formé, soit amélioré pour que la France respecte ses engagements internationaux et les droits des mineurs à être protégés? La réponse de François Hollande, la France a des engagements
elle doit les respecter. Et donc, c'est toute la question des mineurs. Il y a, on le sait très bien, des passeurs qui font venir des personnes qui ne sont pas nécessairement des mineurs et qui ensuite se déclarent comme tels, sont accueillis dans un certain nombre de départements. Donc, je pense qu'il faut éviter des mécanismes effectivement dégradants. Il ajoute, moi, je pense qu'il est possible de conjuguer fermeté et humanité, et vous avez exprimé avec des mots qui sont les vôtres, mais s'il n'y a pas la fermeté, l'humanité devient impossible. Donc, on peut récapituler en disant que l'immigration est un facteur de déstabilisation, elle peut poser l'incertitude quant aux perspectives de séjour, on peut aussi parler de la séparation par rapport à la famille, changement de mode de vie, un nouvel environnement social, mais qui n'est pas toujours convivial pour eux, ainsi que la période actuelle de pandémie COVID-19 qui cause de la peur de tomber malade pour ces migrants-là. Un dernier extrait duquel on peut tirer des solutions qui ont été proposées par François Hollande. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le grand enjeu, donc, c'est d'être clair sur les règles d'entrée, mais c'est d'avoir aussi la condition dans une république, l'application de la règle pour la sortie. Et ceux à qui, moi, j'avais travaillé, il faut continuer à travailler. Il y a deux façons de procéder. La première, c'est d'avoir un accord avec les pays d'origine pour qu'on puisse les raccompagner. Et deuxièmement, c'est d'avoir des procédures juridiques qui aillent beaucoup plus vite. Quand vous mettez 2 ans, 3 ans, 4 ans pour raccompagner et pour décider de raccompagner une personne qui est entrée illégalement, eh bien, c'est trop tard. Cette personne-là a pu faire des enfants, travaille, et donc c'est très difficile. Donc, les deux conditions d'accélérer les procédures, c'est trop lourd. Et la deuxième, c'est de faire pression sur le gouvernement et sur les pays d'origine. Donc, on peut tirer comme solution le fait de faire pression sur le gouvernement et sur les pays d'origine, prendre des procédures juridiques qui aillent beaucoup plus vite et faire un accord avec les pays d'origine. Cela va nous permettre de raccompagner ces personnes chez eux avant que ce soit trop tard. Je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que vous avez bien c'est-à-dire écouté Oui, mais merci beaucoup, Dr Cherad. Je vous remercie. Oui, on a bien entendu tout ce que vous avez présenté. Donc, là, directement, sans transition, je donne la parole à Madame Otmeni. D'accord. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, oui. Je suis ravie d'être parmi vous. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Je commence? Allez-y, madame, à vous la parole. Parfait. Donc, je coupe mon micro. Madame, excusez-moi, madame Roule, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous voulez bien couper votre micro? Voilà, c'est bon. Désactivez le micro, comme ça, il y aura que madame, on n'entendra que madame Otmani. Alors, bonjour tout le monde. Très bien. Ma communication s'intitule « Le défi permanent de la mobilité illégale au-delà de la crise sanitaire, le cas des migrants clandestins algériens. La mobilité illégale des jeunes Algériens vers l'Europe du Sud, Italie et Espagne par voie maritime n'est pas un phénomène nouveau. Constante dans l'espace-temps, notamment ces 2 dernières décennies, elle met à l'épreuve les institutions nationales et internationales. Fort de son évolution en pleine pandémie, il est évident que la mobilité illégale des jeunes Algériens représente une problématique centrale, tant pour l'Algérie que pour l'Union européenne. Dans la continuité de mes recherches doctorales sur la migration illégale des jeunes Algériens, j'ai réalisé en 2020 une enquête de terrain en ligne, soit 23 entretiens semi-directifs, dont 13 avec des candidats à la migration clandestine et 10 avec des migrants clandestins potentiels installés en France. Comme nous l'avons tous constaté autour de nous, la pandémie de la Covid-19 ne s'est pas accompagnée d'un recul des migrations illégales et encore moins des activités des passeurs. Face aux perturbations provoquées
par la Covid-19 et à l'évolution des mesures prises pour l'endiguer, la dépendance des migrants à l'égard des passeurs pour franchir les frontières semble avoir augmenté en 2020 et en 2021. De même que l'exposition à des formes aggravées de trafic impliquant plusieurs formes de violence. Je vais vous donner maintenant un aperçu justement concernant la migration illégale par voie maritime dans le contexte pandémique. Il faut rappeler que pour contenir l'expansion de la Covid-19, des mesures particulièrement rigoureuses ont été mises en place par l'État algérien. La fermeture des frontières terrestres et aériennes est survenue en mars 2020 avec la déclaration de l'état d'urgence sanitaire par le président Tebboune. Un confinement strict a donc été établi à partir de la fin mars 2020. Du côté de l'Europe, des mesures aussi sévères ont été prises afin d'éviter la propagation du coronavirus par la circulation des individus. En ce sens, la fermeture des frontières extérieures de l'Europe et des contrôles plus stricts aux frontières nationales ont également été énoncés. En dépit de la crise sanitaire et la fermeture des frontières de part et d'autre, force est de constater que les mouvements migratoires illégaux au départ d'Algérie n'ont pas arrêté. En effet, entre la crise sanitaire et la précarité des jeunes Algériens, souvent sans emploi, force est d'observer un nombre important de départs en Méditerranée, à l'ouest depuis Oran et Mostaganem, en direction de l'Espagne, et depuis la ville d'Annaba, en direction des côtes italiennes. Selon des sources officielles de l'Union européenne, l'Espagne se serait mobilisée pour trouver des accords de rapatriement des ressortissants algériens arrivant sur son territoire illégalement. La France, de son côté, a renforcé également le contrôle frontalier avec l'Espagne, effectuant en moyenne 40 arrestations par jour de personnes en situation illégale. La Suisse, elle aussi, aurait expulsé 600 ressortissants algériens par le biais d'un accord de principe en mars 2021. Avec la hausse du nombre de migrants clandestins algériens entre 2020 et 2021, les disparitions en mer, elles aussi, augmentent et demeurent difficilement dénombrables. Des chiffres records dans les tentatives d'immigration irrégulière avortées en mer Méditerranée ont été enregistrés en 2020 et en 2021. De plus, le sauvetage en mer étant restreint du côté de l'Union européenne, les navires civils de sauvetage ont été empêchés d'accomplir leur mission en Méditerranée. Selon l'Agence européenne de surveillance des frontières Frontex, en 2020, sur un total de 34 100 migrants clandestins, pas moins de 1458 Algériens sont arrivés clandestinement en Italie. Et sur un total de 41 000 migrants, toutes nationalités confondues bien entendu, pas moins de 11 200 Algériens sont arrivés en Espagne au cours de la même année, soit en 2020. Bien que Frontex ait indiqué que les tentatives d'immigration illégale via la Méditerranée ont enregistré une baisse en 2020, en comparaison avec les années précédentes, et surtout au regard de la crise sanitaire, il n'en demeure pas moins que les Algériens occupent la 4e position après les Syriens, les Marocains et les Tunisiens. Paradoxalement, les chiffres communiqués par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, UNHCR, au sujet du nombre des migrants arrivés clandestinement par la mer Méditerranée est plus élevé que celui annoncé par Frontex. Pour l'année 2020, Frontex annonce 34 628 arrivées en Italie, alors que l'UNHCR annonce 34 862 arrivées. Pour l'Espagne, l'écart se creuse davantage. Frontex annonce 16 969 arrivées, alors que l'UNHCR annonce 41 861 arrivées. L'UNHCR apporte des précisions au sujet de la nationalité des migrants. Ceux qui arrivent en Italie sont surtout des Tunisiens et des Bangladais. Ceux qui arrivent en Espagne viennent essentiellement d'Algérie et du Maroc. Les arrivées sur les côtes italiennes semblent minimisées, alors que la pression migratoire à la frontière italienne se manifeste notamment par une importante augmentation des interpellations de migrants clandestins. La question qui se pose justement dans le contexte pandémique
Quels sont les motifs déclenchants de la migration clandestine dans un contexte pandémique sans précédent? L'enquête de terrain réalisée en 2020 révèle une déception à l'issue du mouvement de contestation de 2019, communément appelé un étouffement vécu ou ressenti suite à une économie stagnante et le désir de mieux vivre ailleurs qu'en Algérie. À titre d'exemple, en interrogeant un jeune Algérien de 22 ans qui a tenté la migration clandestine en 2020 et qui était installé en France, je lui ai demandé donc ce qui l'a poussé à tenter cette aventure, surtout avec la crise sanitaire. Il m'avait répondu, en Algérie, je reprends donc textuellement ces mots, en Algérie, je n'existe pas. C'est comme si je mourais à petit feu. Mon seul espoir, c'est l'Europe. J'ai un master en droit des affaires et je n'ai toujours pas trouvé de travail. Jusqu'à quand je vais continuer à compter sur mes parents? Je n'ai pas le choix, c'est l'Europe ou la mort. Ce genre de témoignages sont d'autant plus nombreux et la question de mettre, c'est-à-dire sur un même piédestal, partir vers l'Europe ou mourir, en fait, c'est des propos qui reviennent très souvent. Les raisons économiques ne sont pas les seules raisons qui ont incité les jeunes Algériens à migrer clandestinement en 2020. De nombreuses personnes interrogées dans le cadre de mon enquête, âgées entre 18 et 35 ans, invoquent un malaise politique et sociétal profond. Le mouvement de contestation entamé au début de l'année 2019 ayant conduit au renversement du président Abdelaziz Bouteflika, Allah yarhamou, avait suscité chez ces jeunes l'espoir d'un avenir meilleur en Algérie. Pourtant, selon eux, ils ont vite été déchantés au point d'éprouver un sentiment de grande déception et de désespoir. En parallèle, l'économie du pays, largement dépendante du pétrole, a drastiquement chuté en 2020, en même temps que le cours du brut. Donc, les jeunes interrogés disent qu'il est impossible de trouver un emploi en Algérie et que la seule solution est de partir en Europe, quitte à travailler au noir et dans l'illégalité. Vraisemblablement, la pandémie en lien avec le coronavirus est venue encore plus anéantir les projets de vie et les rêves de ces jeunes qui veulent vivre décemment et dans la dignité. Les personnes qui entrent dans le cadre de ma recherche me disent qu'avec la Covid, c'est la misère qui les attend, car le chômage augmente et les chances de trouver un travail sont infimes. Malheureusement, la Covid-19 est aussi non seulement accompagnée par la migration illégale, mais également accompagné de la traite des personnes. Il est bien connu que le trafic des migrants prospère lorsque les voies de migration légales sont réduites. De plus, le renforcement des contrôles aux frontières et le durcissement des politiques migratoires augmentent la probabilité que les migrants s'en remettent à des passeurs pour traverser les frontières. Pour autant, les mesures prises pour enrayer la propagation de la Covid-19 ont eu eux aussi des répercussions sur le trafic des migrants. Il faut rappeler que la pandémie de la Covid-19 est à l'origine d'une crise sanitaire, socio-économique et humanitaire mondiale. Les facteurs de la migration clandestine qui étaient déjà à l'œuvre avant la pandémie n'ont pas disparu et se sont même accentués alors que les frontières étaient fermées. Cette situation place bon nombre de personnes en quête de liberté et dans l'espoir de construire un meilleur avenir en Europe entre les mains des passeurs. Depuis la mise en place des mesures visant à endiguer la pandémie de la Covid-19, les candidats à la migration clandestine sont davantage exposés aux risques de formes aggravées de trafic humain. Vu l'augmentation des demandes de traverser la Méditerranée dans de petites embarcations de fortune ou même dans des bateaux donc puissants et ultra rapides, la rentabilité des services de passeurs a nettement augmenté selon les migrants interrogés. Les résultats de mon enquête révèlent que la majorité des migrants objets du trafic humain sont des jeunes hommes qui ont voyagé seuls, sans leur famille, originaires de l'ouest de l'Algérie, âgés entre 18 et 35 ans, et d'après les répondants, l'âge moyen des passeurs se situe entre 30 et 35 ans, eux-mêmes originaires de l'ouest de l'Algérie également, et souvent, c'est-à-dire c'est des migrants récidivistes eux-mêmes qui ont été victimes du trafic humain. Au niveau institutionnel, l'Algérie marque sa position répressive à l'encontre des mouvements migratoires illégaux, mais également pour lutter contre la traite des personnes.
Ainsi, une commission interministérielle de lutte contre l'immigration irrégulière par voie maritime ou terrestre, sous la supervision du ministre de l'Intérieur algérien, a été mise en place le 2 octobre 2020. Dans le même temps, un renforcement dispositif de retour volontaire en coopération avec l'OIM, de lutte contre la traite des humains et notamment des réseaux d'exploitation, ainsi qu'un contrôle de sécurité des frontières a également été renforcé dans les régions du Sud en vue de la situation sécuritaire au Sahel. En conclusion, les migrations illégales se sont poursuivies malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19. Ce phénomène s'explique par des raisons multiples et variées, politiques, économiques ou sociales, mais aussi il s'explique en l'absence d'options suffisantes pour voyager dans des conditions régulières. En définitive, ni la fermeture des frontières, ni les restrictions sanitaires liées à la COVID-19 n'ont pu interrompre le phénomène migratoire illégal et les activités des passeurs. Bien au contraire, force est de constater que la migration clandestine s'amplifie de jour en jour et le recours aux passeurs est inévitable pour pouvoir traverser la Méditerranée. Je vous remercie infiniment de votre attention et je reste à votre disposition lors du débat donc pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Atmani, qui, je rappelle, est chercheur sociologue rattaché au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle et associé à l'Institut de convergence migration ICM de Paris. Merci. Donc, je donne la parole directement. Plutôt, justement, c'est le tour de Dr Abdelrahman Sidali, maître de conférence à la faculté de droit, Alger 1. Justement, il s'est excusé auprès des responsables du Congrès pour des raisons strictement professionnelles. Il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Et donc, nous diffuserons directement sa communication enregistrée. Donc, voilà, nous attendons le lancement de son enregistrement. Voilà. Oui. Oui, on voit l'enregistrement, on n'a pas la voix. Un petit problème technique, donc on va le régler, je l'espère. Donc, je donne directement la parole à professeur Chérad de l'université de Constantine. Professeur, vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Donc, vous allez présenter une communication universitaire et questions sociales pour une pédagogie humanisante. À vous la parole, professeur. On vous écoute. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Pas encore.
Alors, en attendant que ce petit souci soit réglé, je voudrais, Madame la Présidente, mes chers collègues, je vous remercie. Je remercie également tous les organisateurs scientifiques et du comité également pour ce beau congrès qui traite vraiment une question d'actualité qui nous intéresse tous. Et j'adresse mes vifs remerciements, tout particulièrement à mon ami cher professeur Karima Ait Dahman, qui nous manque ici à Constantine depuis que les soutenances ne se font plus en présentiel et les colloques également. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? C'est bon. Merci. Alors, ma communication s'intitule Curricula universitaire et questions sociales pour une pédagogie humanisante. La mission de l'université ne se limite pas à la transmission des savoirs. L'institution universitaire, voilà. Excusez-moi. L'institution universitaire est par excellence un des moyens privilégiés pour la mise en œuvre de tout projet sociétal, car elle fait écho à de nombreuses questions, notamment économiques, sociales et culturelles. L'espace universitaire, ainsi que les autres espaces de vie, sont étroitement liés et s'entremêlent. Lieu de construction de savoir, de savoir-faire et de savoir-être et de resocialisation ou de socialisation, ils interagissent perpétuellement. Il serait donc beaucoup plus pertinent, à notre avis, que les curricula universitaires interrogent des faits sociaux qui se produisent, certes, en dehors de l'université, mais qui ont une incidence sur la communauté universitaire. Nous nous proposons, dans cette communication, d'examiner un débat argumentatif qui se déroule durant des cours de master et ayant pour thème Al-Harga. Nous estimons que ce genre de débat implique des approches bien très riches que diverses, à savoir didactiques, informationnelles, citoyennes et sociales. Dans un premier temps, débattre avec les étudiants, qui sont une catégorie sociale fragile, guettée par ce fléau, nous permet de lever le voile sur les raisons et les tensions sociales qui poussent les jeunes Algériens vers ce fléau, et dans un second temps, examiner leur représentation quant à ce dernier. Dans un second temps, débattre avec les étudiants sur la question polémique d'Al-Harga sous divers prismes peut aider ces derniers à développer leur esprit critique ainsi que de participer au décloisonnement de l'université et de l'ouvrir sur des préoccupations sociales. Ainsi, ce type d'activité contribue à restaurer la confiance des étudiants en leur institution, à s'inscrire harmonieusement et utilement dans un réseau de relations sociales et enfin à construire une citoyenneté menacée. Il convient de préciser comment nous avons recueilli et constitué notre corpus. Notre projet d'étude étant les représentations de la harga chez les étudiants, nous pensons que les échanges entre des interactants de la classe sont le lieu par excellence où nous pouvons déceler leurs traces. Nous estimons qu'un débat argumentatif en favoriserait l'émergence des représentations de la harga grâce aux activités de négociation verbale et aux procédés d'argumentation que réalisent les interactants. Aussi, avons-nous suscité ce débat en proposant à ces derniers la lecture d'articles de journaux traitant de la question de la harga. Notre recours à ces articles de journaux se justifie par le fait qu'ils font fonction de déclencheurs de débat et qu'ils endossent un double rôle, celui de permettre la mise en exergue des représentations intériorisées et celui de permettre également leur interprétation en nous référant au vécu des interactants de la classe ainsi qu'à leur vision du monde et de leurs expériences. Les extraits que nous examinons montrent explicitement que les représentations de la harga chez les étudiants sont toutes positives, alors que l'article aborde clairement ces dangers. Ces dernières sont multiples et divergent. Elles sont reprises, reformulées, modalisées, recontextualisées et développées.
L'enseignante ouvre cette séquence, elle met en évidence le thème de l'article qui est Al-Harga, tout en faisant part de sa perception négative, qu'elle qualifie de fléau. Dès lors, les étudiants prennent position par rapport à ce déclencheur et ils n'adhèrent absolument pas à cette perception négative, la rejettent totalement. Je pense qu'elle a aussi des avantages. C'est leur seul espoir. Le danger de mort, c'est pas grave. Al-Harga, c'est la seule solution au désespoir. Afin de légitimer ces représentations positives, les étudiants illustrent leurs propos en convoquant des références à partir de leur propre vécu social. La pauvreté, le chômage, les conditions de vie sont mauvaises. On cite également des exemples à travers le monde. Les Algériens, les Tunisiens, les Maliens, les Mexicains, ils fuient la pauvreté, l'inégalité dans la société, la malvie. On est sans avenir. Il nous paraît clair qu'en comparant, et à juste titre, ces diverses situations d'Al-Harga, les étudiants prouvent leur connaissance et leur compréhension de différentes situations socio-économiques qui, selon eux, justifient pleinement Al-Harga. En outre, les instances énonciatives qui marquent les échanges entre les étudiants révèlent leur implication dans l'instance du discours, comme l'indiquent le moi et le nôtre. Enfin, le on indéfini renvoie clairement au nous pluriel inclusif dans l'affirmation on est sans avenir. C'est comme une mort plus lente. Cette séquence interactionnelle montre une autre représentation de la harga par les étudiants. La genèse de cette nouvelle représentation de harga légale est complexe. Elle résulte de la fusion des difficultés auxquelles font face les étudiants au sein de la société algérienne, de la valeur qu'ils octroient à leur diplôme ainsi qu'à leur espoir, quand ces derniers affirment que Madame, avec nos diplômes, on fait une harga légale. Oui, madame, c'est moins dangereux. L'enseignante manifeste clairement son étonnement par ce processus de catégorisation élaboré par les étudiants, qui évoque un autre genre de harga, tout en lui attribuant une autre dénomination, celle de harga légale, car cela contredit l'essence même de la harga. Attendez, la harga, c'est une immigration clandestine, généralement par mer, dans des embarcations de fortune. Et vous me dites que vous pouvez la faire de façon légale et que c'est moins dangereux? Expliquez-moi. Se représenter la harga comme légale grâce au diplôme universitaire ne fait que prouver que les étudiants donnent non seulement du sens à leur expérience sociale de la harga, qu'ils se l'approprient et qu'ils l'affublent d'une dénomination qui lui correspond selon leur vécu et leur propre charme de compréhension, même si cela va à l'encontre des règles sémantiques. Afin d'attester cette représentation légale de la harga, les étudiants l'ancrent dans une expérience réelle et collective, en se référant à une grave escroquerie qui implique des influenceurs et une agence. Vous connaissez l'affaire de FutureGate, des influenceurs. C'est ça, madame. Nous, les étudiants, on passe par des agences pour Zama pour suivre nos études. Ils nous font un visa pour la Turquie ou un autre pays. Puis, on profite pour rester ou aller en Europe. Oui, madame, c'est une harga légale. C'est une méthode plus sûre. On ne risque pas de mourir dans la mer. C'est pour ça que ça coûte plus cher. L'enseignante est encore une fois de plus troublée par une nouvelle représentation de la harga, celle de la harga VIP, que lui expliquent les étudiants. Madame, il y a aussi le harga VIP. Quand on est riche et on a beaucoup d'argent, on achète des bateaux pour le harga. Comme Shabba Khayra, madame. Elle s'est enfuie avec ses enfants, elle avait des problèmes avec son mari et la justice. Elle allait être en prison. Al-harga, c'était sa seule chance. Elle a acheté des bateaux, hargat, avec ses enfants. Maintenant, elle est heureuse en France. C'est des bateaux très rapides. Oui, madame, on les appelle saria. Encore une fois, les étudiants ébranlent les conventions en abordant un autre type de harga, celui de harga VIP, afin de rendre le harga compatible avec leur réalité sociale qui ne cesse d'être mouvante. Ces derniers s'en font une autre représentation, celle d'une harga réservée à des personnes privilégiées, dont les moyens financiers permettent une harga sûre et confortable.
Nous constatons que les étudiants, en plus d'argumenter, font appel à un récit, en l'occurrence un sombre fait divers qui met en scène la harga très médiatisée d'une chanteuse algérienne. Ainsi, ces derniers déclinent le sens de la représentation de la harga selon leur réalité sociale émouvante, n'hésitant pas à bousculer l'acception première de la harga. En effet, si cette dernière ne concernait au début que des chômeurs sans qualification professionnelle, aujourd'hui, hélas, son public s'élargit et comprend des diplômés universitaires en devenant une harga légale, de même qu'une harga VIP quand elle concerne des personnes qui ont les moyens de s'offrir des bateaux rapides et sûrs. Cette catégorisation de la harga en différents types, harga légale et harga VIP, nous indique la manière dont les Algériens, généralement, et les étudiants particulièrement, appréhendent les questions sociales, les réinterprètent et se les approprient. Nous soulignons que non seulement ces nouvelles dénominations et représentations de la harga sont aux antipodes de sa signification, mais elles nous permettent également d'observer la façon dont les étudiants affinent leur perception de celle-ci et créent une microculture circonstancielle. Cette séquence nous montre la manière dont les étudiants se saisissent de leurs croyances religieuses et les concilient à la harga. Elle est chère, on dit al-harga liman istata'a ilayhi sabilan, l'immigration clandestine pour ceux qui en ont les moyens. Référence au Hajj, le pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Madame, kayin aussi pour al-harga, dua. Il y a une prière, une invocation pour Al-Harga. Vous êtes les prédécesseurs et nous sommes les successeurs. Certes, ce procédé d'accommodation, dirons-nous, se réfère explicitement à des croyances religieuses communes. Il n'en demeure pas moins qu'il redéfinit une acception et une représentation nouvelle de la Harga, propre au contexte actuel algérien. Contexte au sein duquel la harga acquiert la sacralité, au même titre qu'un des fondements de la religion, et nécessite une invocation harmonisée. En effet, le hajj et le respect dû aux morts sont sacrés en islam. Ils font partie des rites et des rituels les plus importants de la société algérienne, car connus et partagés par tous, ce qui explique le fait que leur association à un fléau comme al-harga induisent un contraste qui offusque l'enseignante. La construction de cette perception sacrée de la harga prend appui sur des procédés d'exemplification et d'argumentation que les étudiants puisent dans leur vécu, ce qui leur permet de tisser un lien fort, mais certes peu conforme, entre al-harga et le religieux. Cette mise en correspondance lève le voile sur la dynamique des représentations des étudiants qui oscillent subtilement entre les extrêmes. Un devoir pour tout bon musulman et une prière pour ceux qui prennent la mer au risque de perdre leur vie. Antum sabiqun, si jamais ils meurent, un salut pour leur âme, et un souhait, un vœu pour eux-mêmes si jamais ils réussissent et arrivent à bon port. Antum lahiqun. La fin de la séquence est marquée par la confrontation des acceptions de l'expression al-adou amamakum ou al-bahru wara'akum, qui devient al-adou wara'akum ou al-bahru amamakum. Cette célèbre expression attribuée à Tarq ibn Ziyad lors de la conquête de l'Andalousie fait partie de la mémoire culturelle et discursive algérienne. Elle induit une représentation de courage et de bravoure, telle que saisie par l'enseignante, qui s'indigne par la nouvelle manière dont les étudiants en usent. Ces derniers, en quête permanente d'une interprétation légitime de leur vécu, n'hésitent pas à bousculer cette expression afin qu'elle puisse traduire leur représentation. L'ennemi devient derrière eux, donc il faut le fuir, l'Algérie, et l'avenir, la mer, devant eux, il faut donc la prendre. Ainsi, l'illustre expression fait l'objet d'une réécriture, une relecture et une réinterprétation pour qu'elle puisse avoir du sens par rapport à la préoccupation actuelle des étudiants, à savoir al-harga. Ce procédé de réécriture, relecture, réinterprétation
nous permet de saisir l'aspect stable et mouvant des représentations de la harga. En effet, le caractère stable réside dans le fait que les étudiants se réfèrent explicitement à une expression qui appartient à leur patrimoine culturel immatériel, alors que le caractère mouvant vient de leur réappropriation et de leur interprétation de cette dernière. Enfin, cette nouvelle représentation est minutieusement argumentée afin d'être légitimée et acceptée. Pour une didactique humanisante, l'examen des extraits de cours précédents nous montre l'existence d'une dichotomie quant à la perception de la harga. Contrairement à leur enseignante, qui se calfeutre dans une représentation traditionnelle de la harga, les étudiants ne cessent pas de se la réapproprier, lui attribuant une valeur jugée non conventionnelle par leur enseignante. Ils déclinent al-harga en différentes catégories et les font comprendre aux diverses expériences de vie des harraga, de même qu'à leur parcours de vie. La construction de ces nouvelles représentations par les étudiants traduit une dynamique sociale mouvante qui reflète leurs préoccupations actuelles. Contextualisé, ce nouvel éventail de représentations de la harga remet en question une acception estimée désuète, tout en mettant en exergue une activité réflexive qui met en scène les mutations sociales que vivent les étudiants, leurs convictions de même que leurs croyances. Aussi, le conflit de représentation crée-t-il un décalage entre l'université et la société? Ainsi, l'institution universitaire réclame des politiques éducatives à long terme qui tiennent compte de tous les facteurs sociaux et économiques, où l'enseignant est considéré comme un médiateur incontournable. Il est donc nécessaire que les curricula universitaires doivent être conçus en prenant en considération les attentes et les aspirations des étudiants à qui ils sont destinés. Dans cette perspective, les programmes d'enseignement doivent répondre non seulement à leurs besoins, donc ceux des étudiants actuels en termes d'emploi, mais également en termes de place et de rôle au sein de la société. Par ailleurs, les contenus pédagogiques doivent accorder une très grande importance aux fléaux qui menacent les étudiants, comme le harga, en les introduisant comme objet d'étude sous forme de débat ou de texte ou tout autre support pédagogique, afin de mieux cerner leur enjeu et surtout de déconstruire leur schéma inducteur. Dans cette perspective, l'enseignement-apprentissage, dans notre cas, du français à l'université, ne doit nullement être envisagé comme instrumental. Il doit permettre aux étudiants d'effectuer une réflexion sur leur environnement social qui les enrichit et qui les aide à trouver leur voie. Enfin, les curricula universitaires, tels que nous devrons les penser et les concevoir, contribueront à guider les étudiants, à les aider à évoluer sereinement dans leur société et dans le monde. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai respecté le temps imparti. Je vous remercie, professeur. Voilà, oui, on vous a écouté avec assiduité. On vous a bien entendu, il n'y a pas de problème. Donc, je donne directement la parole au docteur Sidali Aïdahman, donc de la faculté de droit, l'université Alger 1, pour qu'il puisse, pour qu'on puisse, je demande à un bloc de lancer justement voilà. On attend donc un petit peu. Ça va marcher. OK. Je me présente, Dr Sidali Aït Dahman, de la faculté de droit de l'université Alger 1. Tout d'abord, je tiens à féliciter les organisatrices de ce congrès pour le choix de cette thématique.
Pour commencer, on sait que la migration internationale est un enjeu important, notamment pendant la guerre en Syrie et le conflit du Sahel. Mais que sait-on du droit international des migrants et de la migration subsaharienne vers l'Algérie? Quels droits internationaux sont accordés aux migrants? L'Algérie est depuis de nombreuses années une terre d'accueil pour les réfugiés et les migrants cherchant du travail. Elle est concernée, comme d'autres pays, par la migration clandestine en tant que pays d'accueil ou pays de transit. Elle a fait des efforts importants en matière d'accueil. Les réfugiés palestiniens, syriens et sahraouis, dans le respect des accords internationaux ratifiés par l'État algérien relatifs aux réfugiés, des chartes internationales, en particulier la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants ratifiée en 2004. Nous allons parler maintenant des lois relatives aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie. Notre pays est doté d'un corpus législatif important, notamment la loi numéro 08-11 du 25 juin 2008. Les articles 17 et 18 stipulent qu'un étranger désirant résider en Algérie en vue d'exercer une activité salariée ne peut bénéficier d'une carte de résident que s'il est titulaire d'un permis de travail, d'une autorisation de travail temporaire ou d'une déclaration d'emploi de travailleurs étrangers. L'Algérie joue un rôle important dans l'élaboration des documents relatifs à la protection des catégories vulnérables de réfugiés selon les principes du droit international. Sa politique migratoire de l'année 2008 tient compte des conventions internationales des Nations Unies de 1990 et 2003 dans la gestion des migrants. Les articles 42 jusqu'à 50 de la loi numéro 08-11 précitée sanctionnent l'entrée, le séjour et la sortie irrégulière des étrangers en Algérie. Entre parenthèses, pénétration sans autorisation au territoire algérien. Le gouvernement algérien a mis en place une répression des sorties illégales du territoire au niveau des passeurs et des immigrés. Il a également conclu des accords avec de nombreux pays européens relatifs au retour des citoyens algériens à l'étranger. J'arrive à la migration africaine. Notre pays se positionne comme le centre de la migration en Afrique du Nord. Le sujet du congrès permet aujourd'hui de parler de la migration subsaharienne. En effet, des migrants de plusieurs pays africains, du Niger, Mali, Cameroun, la Guinée, le Congo, l'Éthiopie, transitent vers l'Algérie et fuient la misère et parfois les conflits. L'idée que les migrants subsahariens sont en transit vers l'Europe n'est pas toujours correcte. Beaucoup d'entre eux préfèrent vivre en Algérie en pratiquant la mendicité. Selon Musette Saïb, dans les migrants en situation irrégulière en Algérie, de novembre 2008, la proportion de subsahariens désirant vivre en Algérie est loin d'être négligeable, puisque
57% d'entre eux s'inscrivent dans ce projet, alors que 43% ambitionnent de partir en Europe ou ailleurs, entre parenthèses, autres pays du Maghreb, Canada, Australie. Cette première lecture suggère que l'Algérie est désormais un pays d'immigration et pas seulement un pays de transit vers l'Europe. Selon une déclaration de la présidente du Croissant Rouge algérien, Mme Saïda Benhabiles, au quotidien d'Oran, du 5 août 2017, plus de 9000 enfants et femmes ont été acheminés en Algérie par des réseaux spécialisés dans le trafic d'êtres humains. Selon les informations disponibles, il y a beaucoup de femmes africaines et beaucoup de familles avec enfants. Les femmes migrantes ont généralement un protecteur qu'elles appellent leur mari. Même si elles ne sont pas mariées, elles sont parfois utilisées pour obtenir le statut de réfugié. Ce statut sera, selon des migrants clandestins, plus facilement reconnu aux couples et aux familles. L'Algérie ne ménage aucun effort humanitaire pour venir en aide à ces migrants qui sont abandonnés par des réseaux de passeurs dès leur arrivée aux frontières algériennes. En ce qui concerne les positions politiques, les avis sont partagés entre l'ambition d'offrir un accueil favorable aux migrants dont la présence en Algérie est acceptable, ce qui leur permettra de travailler, d'être pris en charge au plan médical, social et psychologique, individuellement et en groupe. La ratification de la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants en 2004 devrait entraîner des changements importants, notamment dans la loi sur l'emploi des travailleurs, sur l'emploi des étrangers en Algérie. Un deuxième avis est beaucoup plus réticent quant à la présence des migrants en situation irrégulière par rapport à la possibilité d'infiltration terroriste parmi les Africains. Certes, l'Algérie est respectueuse des droits de l'homme, mais elle doit tenir compte du risque d'infiltration terroriste parmi les migrants clandestins. Ces migrants peuvent être aussi une source de crimes, de drogue et de plusieurs autres problèmes. Il ne faut pas laisser le peuple algérien souffrir de l'anarchie. On lit dans le quotidien d'Oran du 11 juillet 2017 une déclaration du ministre des Affaires étrangères. 5000 Africains font partie des combattants étrangers des organisations terroristes. La loi algérienne de l'année 2008 prévoit dans son article 30 que l'expulsion d'un étranger hors du territoire algérien peut être prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur. Dans les cas suivants, lorsque, entre autres, les autorités administratives estiment que sa présence en Algérie constitue une menace pour l'ordre public et ou à la sécurité de l'État. Conformément à l'article 36, l'étranger qui entre illégalement en Algérie peut être reconduit aux frontières par arrêté du wali dûment compétent. L'administration peut exclure un étranger qui fait l'objet d'un jugement ou d'une décision de justice définitive hors du territoire algérien. Bref,
Nous avons deux points de vue. D'une part, une volonté de régulariser les migrants subsahariens en Algérie et d'autre part, la volonté de prendre des mesures sécuritaires urgentes pour faire face au flux important de migrants clandestins, derrière lesquels se cachent des réseaux du trafic humain. En référant au reportage des chaînes télévisées algériennes privées Al-Nahar, El-Bilad, Al-Shourour, la plupart des Algériens interrogés sur la migration clandestine africaine disent qu'ils ne veulent pas subir l'anarchie. Ils sont favorables aux opérations de rapatriement de ceux qui sont en situation irrégulière afin de protéger le pays de l'anarchie et de lutter contre la fraude et la mendicité dans les rues. Ils demandent aux autorités d'aider ces migrants dans leur pays chez eux. Ces opérations s'imposent compte tenu de la crise financière et la crise sanitaire et se font selon la présidente du Conseil national des droits de l'homme dans le respect de la dignité et des droits humains. D'après la conclusion des reportages, il y a deux catégories de migrants. Il y a ceux qui travaillent dans les chantiers et l'agriculture, sans couverture sociale et juridique, et ils devraient être régularisés. Leur présence constitue un atout économique pour le pays. La deuxième catégorie concerne les migrants sales, porteurs de maladies, qui se sont spécialisés dans le vol, la mendicité, la fraude, entre parenthèses, faux billets, la prostitution, le trafic de drogue. Cette catégorie de migrants devrait être expulsée. Sur le plan des valeurs, les campements de rue posent des problèmes d'ordre culturel, sanitaire et sécuritaire dans plusieurs wilayas. Farouk Santini, ex-président de la Commission nationale consultative de protection des droits de l'homme, a déclaré le 5 décembre 2016 dans Saut al-Akhar, ces gens-là deviennent agressifs par rapport à leur maladie et à leur comportement, surtout des Maliens et des autres Africains, comparativement aux Syriens qui ne le sont pas. Nous sommes exposés au risque du sida. Toute opération de rapatriement se fait dans les règles, en présence du Croissant rouge algérien. Quelle solution? Il convient de sensibiliser l'opinion internationale sur la nécessité de trouver des solutions efficaces au phénomène migratoire en luttant contre les causes réelles de la migration illégale. Il y a lieu d'accompagner l'intégration des migrants en situation régulière dans le pays, de mettre en place des programmes de développement pour le pays du Sahel. Pour conclure, je pense que seule la solidarité en termes de coopération et de coordination internationale pour mettre un terme à ce drame migratoire. Il est important aujourd'hui de penser à développer une politique migratoire réglementaire dans le respect de l'équilibre des intérêts des pays de deux rives de la Méditerranée. Merci pour votre attention. Donc voilà, nous venons d'écouter Dr Sidali Aïd Ahmed,
donc de la faculté de droit. En fait, même s'il n'est pas avec nous, nous tenons quand même à le remercier. Voilà, donc directement, je donne la parole à M. Maïzi. Enfin, je commence. M. Maïzi? Oui, bonjour. Oui, très bien. Tu fais le partage du fichier, du PowerPoint? Oui. Très bien. En attendant à ce que tu puisses lancer le partage, moi, je vais commencer. Donc, voilà, nous avons, M. Maïzi et moi-même, présenté une communication que nous avons préparée ensemble. Donc, voilà, très bien. Voilà, la première page, super. Donc, je commence. Alors, dans le cadre de notre intervention, nous aborderons, M. Maïzi et moi-même, donc les représentations symboliques de la migration clandestine dans les caricatures de la presse francophone en Algérie. Nous voulons, à travers une approche sémiotique de l'image, saisir la signification implicite des messages iconiques dans les dessins de presse de deux caricaturistes connus et reconnus sur la scène médiatique algérienne et internationale, à savoir Dilem et Loïc. En fait, les dessins de presse de Dilem et Loïc sont souvent des caricatures de situation qui s'inspirent de l'actualité pour critiquer et dénoncer implicitement et d'une manière détournée le pouvoir politique, les comportements sociaux, les situations, etc. C'est une caricature de situation qui ne s'attaque pas à des personnes ou à des institutions. Souvent subversive, cadre de cette contribution, sous les images caricaturales des haragas dans le texte sociopolitique algérien. En fait, si nous avons dit d'aborder le phénomène à travers les médias, la caricature en l'occurrence, c'est parce que c'est fait en Algérie. Et là, inspire les professionnels des caricatures sur le phénomène et la manière d'image des Hagisel particulièrement. De plus, si nous avons choisi le phénomène de la migration clandestine à travers la caricature, c'est parce que il y est 2012 comme étant un objet médiatique dont les effets comiques deviennent des modes d'intervention publique. Et au-delà du simple, est un moyen destinataire sa propre réalité, aussi qu'elle soit. En fait, une fois inscrit dans la sphère, c'est un symbole, une scène vivante qui apporte un nouveau sens à l'aspect refoulé d'un soi. Si, dans toute caricature, il existe un jeu de dédoublement entre ce que nous devons être. Cette mise en scène humoristique entre ce que nous sommes et ce que nous devrions plutôt être permet de mettre en relief l'identité cachée, refoulée du jeu social et de créer par conséquence l'occasion d'une prise de conscience collective. Dans ce même sillage, Bouquet et Riffaut, leur travail au plan personnel, considéré comme une attitude existentielle qui nous permet de connaître ses tensions intérieures et de s'en débarrasser. Au niveau social, l'humour est un indicateur d'altérité et de sociabilité. En reprenant la terminologie allemande de Wittgenstein de 2002, il dit que l'humour au plan social est une, et là c'est un mot en Weltanschauung, il nous informe donc sur les rapports entre les humains, à un moment donné de leur histoire.
La caricature est donc un véritable phénomène sociétal dans un contrat d'information et de divertissement sur les faits sociaux, permettant au final de créer chez le destinataire une prise de position appréciative sur la réalité, voire sur ses propres comportements. En ce sens, le caricaturiste, en attribuant au signe le sens contraire de ce qui est établi par la norme intrinsèque destinataire, au-delà du simple rire, une nouvelle lecture des réalités et des comportements sociaux. Et c'est justement dans cette optique que nous cherchons, dans le cadre de cette communication, à proposer une lecture de quelques caricatures de Dilem et le Hic autour de la thématique de la haraga. Notre démarche d'analyse des caricatures consiste, d'une part, à décrire ce que l'on voit, des éléments iconiques et linguistiques de la caricature. C'est le niveau dénotatif de la lecture. En fait, ce que Adam et Bonhomme appellent le degré zéro de l'intelligibilité. Et d'autre part, à construire un sens caricature à travers des signifiés culturels. C'est ce que Nokolsky, justement, appelle la mise en contexte de l'image. Cette méthode d'analyse de l'image caricaturale, où l'approche sémiotique s'articule à l'approche énonciative, qui explique que la mise en contexte de l'image est un exercice essentiellement transdisciplinaire dans la mesure de phénomènes relatifs à la production du sens et dans ses dimensions à la fois cognitives, sociales et communicatives. Il spécifie également que l'acte d'interprétation doit toujours être relié, justement, doit toujours etc., justement, dans laquelle on peut, à travers la dans ce sens, le décloisonnement des disciplines comme méthode d'analyse. Nous allons donc, et c'est la partie justement qui part Marie, à l'instar de Blanchet, tenter de comprendre des phénomènes pour évaluer un modèle théorique préconçu ou des hypothèses préétablies. Voilà, donc ça, c'est par notre démarche. Monsieur Maïzi va directement utiliser cette méthodologie pour pouvoir vous faire part de analyses de quelques caricatures de Dilem et celle de l'œil. Merci, madame. Je commence. Notre corpus d'études est constitué d'une vingtaine de caricatures, mais toutes les caricatures analysées ne seront pas évoquées par souci de brièveté. Cette communication se contentera donc de quelques exemples pour interpréter les représentations symboliques des haraga dans les caricatures de Dilem, Jour à la liberté, et le Hic, l'Watan. En s'appuyant sur un outillage méthodologique, nous avons pu voir que les représentations symboliques des haraga dans les caricatures s'articulent autour de trois principaux axes. Le premier axe, c'est le naufrage des haraga, où le fiasco politique de l'Algérie indépendante a proposé un avenir meilleur pour une jeunesse désespérée. Deuxième axe, c'est le drame. Le phénomène de l'immigration ou immigration clandestine est traité en tant que drame. Le troisième axe, c'est le thème du rejet. Les haraga ou les migrants clandestins sont rejetés de part et d'autre de la Méditerranée. Ils risquent, une fois interceptés par les gardes-côtes
la prison en Algérie, suite à la pénalisation de l'immigration clandestine. Et s'ils réussissent leur traversée périlleuse, ils sont stigmatisés et souvent refoulés par les gouvernements européens. La première caricature que vous voyez, elle représente le naufrage des Harraga ou le fiasco politique de l'Algérie. Dans cette caricature, on voit qu'il y a une articulation de 3 dimensions. Il y a la dimension, bien sûr, iconique, visuelle, la dimension linguistique et la dimension plastique. Le titre ou la légende de cette caricature, 5 octobre 1988, 20 ans après, a une fonction d'ancrage du message linguistique. Pour reprendre Roland Barthes dans son article fondateur, La rhétorique de l'image. Le message linguistique le message linguistique dans une image a une fonction soit d'ancrage, soit une fonction de relais. Dans cette caricature, on voit que ce message ou cette légende a une fonction d'ancrage. On voit aussi la dimension plastique. Ce radeau en bois, qui est dessiné en forme de la carte géographique de l'Algérie, où s'entassent les Algériens, le peuple, renvoie à une idée de la galère pour la lutte, pour une lutte de la démocratie. Cette caricature, le caricaturiste a dessiné le drapeau algérien en forme de voile pour sous-entendre que ce radeau de naufragés survit uniquement grâce à l'amour des Algériens pour leur pays. La deuxième caricature, des Harraga secourus au large des côtes espagnoles. Il y a aussi une articulation des 3 dimensions, linguistique, plastique et iconique. La légende ou le titre de cette caricature a une fonction d'ancrage. Mais dans la parole attribuée à l'un des personnages, l'Algérie est en train de couler, il y a une fonction de relais. Cette fonction de relais supplie les carences expressives de l'image visuelle. Très bien. La troisième caricature, une barque de Harraga quitte l'Algérie chaque jour. C'est le thème du naufrage du politique, naufrage de l'Algérie. On voit que c'est des Algériens qui sont dessinés sur une barque de sauvetage. Le caricaturiste Hick utilise la dimension plastique en dessinant ces Algériens en forme de la carte d'Algérie. La quatrième caricature, bien sûr, publiée en novembre 2008 à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, compare entre 2 générations. La première, la génération de 1954, qui a pris les armes pour libérer le pays du joug de la colonisation française, et l'actuelle, qui a pris les rames pour se libérer de l'Algérie et rejoindre, si possible, l'ancienne puissance coloniale. Cette image ou ce dessin de presse est une critique de tout un système politique qui n'a pas su répondre aux aspirations des Algériens. Le pouvoir politique est ainsi accusé d'avoir transformé le pays en une grande prison pour son peuple. Pour la 5e caricature publiée en août 2021 sur fond de graves tensions entre l'Algérie et le Maroc, elle montre des Harraga algériens et marocains sur une même barque. Dans le titre ou la légende, Harraga, la même galère. Il s'agit d'une critique des 2 systèmes politiques marocains et algériens, accusés implicitement de mauvaise gestion publique. Maintenant, il y a le deuxième axe, c'est l'axe du drame. La Harraga est traité comme un drame. Le drame des Harraga. Dans cette image ou ce dessin de presse de Hick, publié à Watan, l'image montre un jeune candidat à l'immigration clandestine qui s'attache avec toutes ses forces, ses griffes, à la vie. Mais il trouve finalement, à l'exemple de centaines d'autres Harraga, la mort par noyade. La mer est décrite comme une tombe pour les rêves
des malheureux candidats à l'immigration clandestine. Cette idée de drame est présente et omniprésente dans plusieurs caricatures de Hic et de dilemme. Le drame des Harraga, la mère m'a tué. Une autre caricature de dilemme, publiée en 2007, une année noire pour les Harraga. Harraga, on voit des Harraga dans une boîte de sardines. C'est les cadavres de Harraga dans une boîte de sardines. Le troisième axe, c'est la stigmatisation, le déni et le rejet des migrants par les pouvoirs publics. Cette caricature publiée en 2021, 1200 médecins vont quitter l'Algérie pour la France. La fuite des cerveaux s'accentue. Le vol d'Alger vient d'arriver. C'est un dessin de presse qui critique l'hypocrisie de la France en particulier et de l'Europe en général, qui participe à la dégénérescence des pays africains en volant les cerveaux. Ce dessin de presse dénonce l'opportunisme de l'Europe qui opte pour une immigration économiquement choisie et désirée, plutôt qu'une aide humanitaire pour les pays africains. Drame de Lampedusa. L'Europe a décidé de réagir. Cette caricature publiée le 3 octobre 2013, suite au naufrage près de l'île italienne de Lampedusa, qui a coûté la vie à 366 migrants clandestins. On voit l'Europe a décidé de réagir, une critique de la réponse sécuritaire prônée par l'Europe pour lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine. Au lieu de penser à des solutions pour cette crise humanitaire, l'Europe réagit avec des opérations de surveillance des côtes européennes pour lutter contre la menace des migrants clandestins. Cette réponse sécuritaire a provoqué l'indignation à travers le monde. L'Europe a été accusée d'indifférence face à la détresse des migrants clandestins. Dans ce dessin de presse, les immigrés, essentiellement d'origine africaine, sont considérés comme une marée noire qui menace de polluer les côtes européennes. Il s'agit ainsi d'une critique du racisme et de la xénophobie de l'Europe. C'est le même thème qui est partagé dans cette caricature. Oui. Ils seront systématiquement refoulés aux frontières. L'Algérie dit non aux migrants arabes, avec 14 siècles de retard. Il y a ici 3 dimensions linguistiques. La légende, iconique. On voit ici un militant de la cause amazigh. Et bien sûr, visuel. Ce dessin de presse déplore la xénophobie qui cible les migrants arabes en Algérie. Dilemme commente la décision du refoulement des migrants arabes prise par le gouvernement algérien pour des raisons sécuritaires. En janvier 2019, Alger a décidé le refoulement de tous les migrants arabes venus de Syrie, du Yémen, soupçonnés d'être des terroristes ayant pour mission de déstabiliser l'Algérie et tout le Maghreb. Très bien. Une autre caricature qui commente la criminalisation ou la pénalisation des Harraga. La jeunesse algérienne aujourd'hui, c'est un dessin de presse qui montre le président algérien cachant la poussière sous un tapis de couleur bleue. Ce dessin de presse renvoie à l'expression imagée « cacher la poussière sous le tapis », qui exprime le fait de dissimuler un élément embarrassant. Le dessin de dilemme dénonce ainsi la réponse sécuritaire et le déni qui serait opposé par le pouvoir politique face au phénomène de la harga. Très bien. En guise de conclusion, on peut dire que l'interprétation des dessins de presse ne peut se réduire à un décryptage pur et simple de leur contenu, mais elle doit prendre en considération les 3 dimensions iconiques
plastique et linguistique, tout en se référant à la situation politique, sociale, économique et culturelle. Le dessin de presse est nécessairement hétérogène. Il coordonne plusieurs dimensions intrinsèques et c'est l'interaction entre ces dimensions intrinsèques et le contexte qui autorise la construction du sens. L'interprétation plausible ou raisonnable des caricatures nécessite donc un effort de reconstruction du sens. L'analyse des caricatures du corpus d'études montre que les dimensions linguistiques et plastiques sont déterminantes dans l'interprétation des dessins de presse, car une caricature est souvent polysémique. Les dimensions linguistiques et plastiques ont pour mission de canaliser et d'orienter l'interprétation du sens voulu. Le dessin de presse est finalement, comme disait Martine Joly, une organisation filtrée des données du monde, une interprétation, un discours sur le monde, un ensemble de signes construits, sémiotisés et contextualisés. Enfin, on peut dire que la mise en contexte de l'image passe inévitablement par une lecture pluridisciplinaire ou transdisciplinaire où s'articulent les trois dimensions intrinsèques et des facteurs extrinsèques. Merci. Je vous redonne la parole, madame. Oui, monsieur Mazi, merci beaucoup. Donc voilà, nous arrivons aux travaux de cet atelier. Et je crois que vraiment, on a fait le tour parce que les communications sont vraiment variées. Nous avons vu l'analyse du discours du président Hollande, donc avec Dr Roul. Nous avons vu aussi avec justement Dr Atmani le point de vue justement d'un point de vue sociologique, des statistiques, etc. Et les raisons justement qui expliqueraient la harga en Algérie. Nous avons vu également l'intervention du docteur Sidali Aït-Ahmed. Nous avons eu un point de vue sur justement le droit international. Avec professeur Chérad, nous avons aussi nous avons vu soulever la question de la pédagogie universitaire de manière générale, des représentations des étudiants algériens. Et donc, avec la dernière communication, justement, nous avons vu une analyse du discours médiatique, notamment les caricatures. Donc, je spécifie seulement que pour ceux ou celles qui veulent poser des questions ou interagir, de lever la main, d'appuyer sur l'icône lever la main. Comme ça, je pourrai donner la parole à ceux ou celles qui le désirent. Je commence directement avec professeur Aït-Ahmed Kalima qui a levé la main. Donc, vous pouvez activer votre micro, professeur, et prendre la parole. Oui, Kalima. J'ai activé mon micro, ça va? Vous m'entendez? Très bien, super, super. Oui. Très bien, très bien. Alors, je tiens à remercier tous la qualité de leur communication riche et variée. Et à mon ami professeur Nejma Chérad de Constantine 1 pour cette conférence. Votre étude a enrichi le lexique de la migration clandestine. C'est vrai, là nous avons de nouvelles dénominations, Haga VIP, Haga de fortune, réservées aux personnes privilégiées, aux personnes qui ont de nouvelles désignations avec un sens actualisé en discours typiquement algérien. Donc, je suis tout à fait d'accord avec, on va dire,
avec son approche. Effectivement, l'analyse des représentations devrait motiver les formateurs à revoir le contenu de leurs cours, à s'intéresser de plus près aux préoccupations sociétales afin de s'adapter scientifiquement et professionnellement au national et à l'international. Ce n'est pas une question, mais Madame, plutôt professeur Chérad, vous venez d'enrichir les recommandations du Congrès sur le plan pédagogique. Merci beaucoup. Merci, professeur. Donc, et tout à fait d'accord avec vous. Justement, un point de vue de la pédagogie universitaire, hein, donc elle a proposé une humanisant, c'est ça. Donc, oui, nous avons aussi Madame Akmoun qui veut interagir, poser une question. Donc, vous pouvez activer votre micro. Et professeur Aïd Ahmed, vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît. Comme ça, on va donner la parole à Dr Akmoun. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, je voulais également poser une question à professeur Chérad. Je la remercie d'abord pour la qualité de son propos. Elle nous a un peu laissé sur notre faim. Pardon. En fait, par rapport aux recommandations qu'elle fait et qui sont très, très pertinentes, bien sûr, moi, je me demande comment, concrètement parlant, quel type de support dans une didactique qui prône l'utilisation des documents authentiques, à l'ère donc de la pédagogie du projet, de la didactique par compétences, etc., de l'approche actionnelle. Comment, professeur Chérad, s'il vous plaît, comment pourrait-on ou quel type de support peut-on utiliser? Des propos, des entretiens, des articles de presse, etc. On voudrait avoir un peu plus de détails. Moi, j'aurais aimé que cette partie soit un peu plus détaillée, de manière à nous permettre, en tant qu'enseignants et didacticiens, de savoir justement quel type de support, quel type d'activité peut-on proposer parce qu'on l'a dit hier et tout le monde l'a dit aujourd'hui, la sensibilisation reste, à mon sens, dans un premier temps, surtout à l'école, etc., à l'université aussi, reste le premier moyen de conscientiser au danger justement de ce phénomène qui prend de l'ampleur en Algérie. Donc, s'il vous plaît, professeur Chérad, je ne sais pas si elle m'entend. Justement, Dr Akmoun, je crains que le professeur Chérad nous a quitté l'atelier. Donc, elle ne pourra pas répondre, mais dès qu'elle elle revient parmi nous, je lui donnerai directement la parole pour vous répondre. Sinon, s'il y a d'autres intervenants qui aimeraient répondre à Dr Akmoun, je vous donne la parole si vous le désirez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je remercie tout le monde pour la qualité de ces travaux. Merci. OK. Donc, voilà. Je crois qu'on... Oui. Donc, on se reconnecte sur le deuxième lien pour le deuxième, justement, la deuxième session. À tout à l'heure. Donc, on se voit tout à l'heure. À 11h. Oui, à 11h, dans 7 minutes exactement. Donc, je vous remercie. Et à très vite sur Merci à vous. la session 2. Au revoir. Au revoir. Merci.